À 18 000 pieds, d'une pied au-dessus de la Californie, les commandes deviennent inertes. Le manche se rebelle. L'horizon se redresse brusquement, puis s'inverse. Le P-38 Lightning se met à tourner dans les airs comme une feuille emportée par un ouragan. Un cadet de 18 ans n'a que 10 secondes à vivre, à moins que la spirale elle-même ne détienne la solution. Février 1943. Le vent du désert, soufflant depuis le lac Muro-Dry, a un goût de craie et d'essence. Des rangées de chasseurs à double nacelle scintillent sous la chaleur, leurs hélices contrarotatives émettant des cliquetis en refroidissant. Le P-38 Lightning de Lockheed est la silhouette la plus distincte de l'inventaire de l'armée de l'air. Un intercepteur bimoteur conçu pour la vitesse et l'altitude. 2 moteurs, Allison V710 montés sur de longues nacelles. Un fuselage central abritant le cockpit et l'armement. Un train d'atterrissage tricycle qui lui donne une allure futuriste comme s'il appartenait à un autre temps, pas celui de 1943. Pourtant, des pilotes y perdent la vie. Les accidents d'entraînement augmentent chaque mois. Le Lightning se met à tourner sans avertissement. Une fois la chute lancée, les procédures de récupération classiques échouent. Tirer sur le manche et ajouter le palonnier opposé. La méthode enseignée à chaque cadet depuis la Grande Guerre ne sert à rien. Parfois, cela accélère la spirale fatale. Les instructeurs ordonnent aux cadets d'éjecter si la rotation dure plus de 2 tours. Mieux vaut un atterrissage en parachute que de plonger dans le désert du Mojave à vitesse terminale. La guerre progresse plus vite que la doctrine ne peut s'adapter. La production de chasseurs dépasse l'entraînement des pilotes. De nouveaux avions arrivent avec des particularités de manœuvre que personne ne comprend pleinement. Le P-38 a été mis en service si rapidement que ses limites de vol demeurent en grande partie inexplorées. Les ingénieurs de Lockheed savent que la configuration à double nacelle crée une poussée asymétrique dans certaines conditions. Ils savent que la compressibilité devient un problème lors de plongées à haute vitesse. Mais les dynamiques de la spirale dans un chasseur bimoteur sont un territoire que personne n'a encore cartographié. À la base aérienne de Muroc, les cadets suivent une formation avancée de chasseurs. La plupart arrivent avec moins de 200 heures de vol. Ils apprennent le tir, la vol en formation et les interceptions à haute altitude. Le P-38 exige de la finesse. Ses hélices contrarotatives éliminent le couple mais introduisent une complexité supplémentaire. Les procédures en cas de panne moteur nécessitent une correction immédiate, sinon l'avion s'engage dans une spirale inversée. Les cadets s'entraînent aux atterrissages sur un seul moteur jusqu'à ce que leur mémoire musculaire surpasse la panique. Certains échouent, quelques-uns y laissent leur vie. Les mécaniciens savent quelque chose que les salles de briefing ignorent. Sur la ligne de vol, les chefs de maintenance échangent leurs observations après chaque incident. Ils repèrent des schémas dans les rapports d'épave. Les entrées en spirale surviennent lors de manœuvres agressives, des virages serrés à basse vitesse, des vrilles provoquées par une utilisation non coordonnée du palonnier. Une fois l'avion inversé, toute tentative corrective échoue. Un chef de maintenance en parle à un instructeur. L'instructeur hausse les épaules. La doctrine dit « Éjectez-vous ». La doctrine est écrite dans le sang et la physique. Personne ne remet cela en question. Ralph abordait le P-38 de la même manière qu'il avait étudié les moteurs de tracteurs. Il arpentait la ligne de vol avant l'aube, observant les mécaniciens entretenir les moteurs Allison. Il posait des questions sur le fonctionnement du turbocompresseur, la circulation du liquide de refroidissement et la synchronisation des magnétos. Les chefs de maintenance l'appréciaient, parce qu'il écoutait. La plupart des cadets considéraient les mécaniciens comme de simples techniciens de scène, mais Ralph comprenait qu'ils connaissaient de l'avion d'une manière que les pilotes ne pourraient jamais atteindre. Il effectua son premier vol en P-38 par une froide matinée de janvier. La course au décollage sembla interminable. Le nez restait haut, masquant la visibilité avant que le train d'atterrissage tricycle ne se lève enfin. Puis, le désert s'étendit sous lui, et les moteurs Allison se mirent à chanter en harmonie. Ralph ressentait la rigidité du châssis, la manière dont il résistait aux sollicitations de roulis à basse vitesse. Il percevait un léger lacet lorsque l'un des moteurs était poussé à fond. Il intégrant toutes ces informations, bâtissant une carte mentale de la façon dont le Lightning répondait aux entrées de commande dans son enveloppe de vol. Mais personne ne lui avait expliqué comment réagir lorsque cette enveloppe se réduisait. Le problème n'était pas nouveau, il était structurel. La conception à double nacelle du P-38 créait une asymétrie aérodynamique qui amplifiait les erreurs.
Dans un chasseur à moteur unique, une spirale est violente mais prévisible. L'avion tourne autour de son axe vertical. Le nez plonge, une aile est décrochée. La récupération est enseignée en formation de base. Réduire la puissance. Neutraliser les ailerons, appliquer le palonnier opposé pour stopper la rotation. Enfoncer le manche pour briser le décrochage. Attendre que la vitesse de l'air augmente puis se stabiliser. Mais le P-38 défie cette logique. Son centre de gravité est situé entre deux moteurs, loin de l'axe central de l'avion. En spirale, une nacelle monte tandis que l'autre descend, créant un mouvement de rotation qui résiste aux commandes conventionnelles. Le palonnier perd son efficacité lorsque le flux d'air se sépare. Les gouvernes de profondeur montées sur l'axe central sont protégées par la cellule en rotation. La technique de récupération standard, palonnier opposé et manche poussée, aggravait parfois la situation. Les pilotes appliquaient le palonnier opposé à fond et l'avion entrait dans une spirale inversée, irrécupérable, fatale. Les ingénieurs de Lockheed étaient au courant. Ils avaient publié des consignes de manipulation. Éviter les manœuvres à basse vitesse sous 10 000 pieds. Ne jamais dépasser 4G sous 250 nœuds de vitesse indiquée. Si une spirale se développe, il y aurait qu'est-elle l'état, réduire immédiatement la puissance des deux moteurs et déployer les volets, si l'altitude le permet. Si la récupération n'est pas entamée dans les 3 secondes, éjectez-vous. Les ingénieurs étaient honnêtes. Ils ne comprenaient pas totalement la dynamique de la spirale. Les données des souffleries suggéraient que les deux nacelles créaient une interaction de vortex qui verrouillait l'avion dans sa rotation. La solution était simple, ne pas entrer en spirale. Mais en combat, on ne peut pas se permettre ce luxe. Au-dessus de la Nouvelle-Guinée et de l'Afrique du Nord, les pilotes de P-38 se battaient contre des Zero et des Messerschmitt dans des combats tournoyants. Le Lightning avait la vitesse et le feu, mais il ne pouvait pas rivaliser en virage avec un Zero. Les pilotes qui tentaient d'enchaîner les manœuvres pour obtenir un tir se retrouvaient souvent en spirale. Certains s'en sortaient, beaucoup pas. Les rapports après action en parlaient prudemment. Avion perdu lors de manœuvres en combat. Cause indéterminée. Les témoins rapportaient avoir vu le P-38 tournoyer, puis une traînée de fumée, sans parachute. Les commandements de formation ont diffusé des avertissements. L'évitement des spirales est devenu une doctrine. Les instructeurs l'ont martelé aux cadets. Ne dépassez pas les limites de virage du Lightning. Ne faites pas de manœuvres brusques à basse vitesse. Si vous vous retrouvez en spirale, éjectez-vous. L'avion est remplaçable, vous ne l'êtes pas. C'était un conseil solide, soutenu par des dizaines d'accidents fatals. Mais cela signifiait aussi que le P-38 ne pouvait pas être piloté jusqu'à ses limites théoriques. Sa capacité à virer était contrainte par la peur autant que par la physique. Certains cadets ignoraient les avertissements. Des jeunes qui croyaient que la compétence pouvait surmonter la conception. Quelques-uns ont essayé de sortir des spirales en utilisant la force brute. Aileron à fond contre la rotation, pleine puissance sur un moteur pour créer une poussée asymétrique. Ces techniques improvisées fonctionnaient parfois. Plus souvent, elles échouaient. Les enquêteurs sur les accidents ont retrouvé des épaves éparpillées sur des kilomètres carrés. La force de l'impact était telle que l'identification n'a pu se faire que par les dossiers dentaires. Ralph Hauer a lu les rapports d'incidents. Il a repéré un schéma. Les spirales se produisaient lors de virages agressifs, généralement dans la zone d'entraînement pendant les combats simulés. Les pilotes tiraient fort, perdirent de la vitesse, décrochaient une aile, l'avion se retournait et commençait à tourner. La plupart éjectaient immédiatement. Mais Ralph a remarqué quelque chose dans les récits de survie. Les rares pilotes qui s'étaient sortis de cette situation avaient décrit avoir cessé de lutter contre les commandes. Ils avaient attendu, et parfois, pas toujours, le Lightning se remettait de lui-même. Ralph a retenu cette observation. Cela s'est produit un mardi. Ciel dégagé, légère houle. Ralph volait en solo lors d'une séance d'acrobatie à 18 000 pieds. Son programme de vol comprenait des boucles, des tonneaux et des virages d'Immelmann. Il pratiquait la gestion de l'énergie, échangeant de la vitesse contre de l'altitude et vice-versa, apprenant à sentir les limites de l'enveloppe sans les franchir. Il a entamé un roulis lent à 250 nœuds, appliquant les ailerons en douceur. L'horizon a tourné, il a maintenu le roulis, s'est inversé, observant le Morave tourner sous lui. Puis la vitesse de l'air chuta plus rapidement que prévu. Le nez s'abattit. Il corrigea en exerçant une pression vers l'arrière sur le manche. Trop. L'aile décrocha. Le P-38 se mit à tourner brusquement à gauche. Le monde se mit à tournoyer. Panneau de commande.
ciel, désert, ciel. La spirale se forma immédiatement. Ralph sentit la rotation nauséabonde, les forces G qui l'écrasaient sur les côtés dans son marnet. Son oreille interne hurlait. Il appliqua instinctivement le palonnier droit. Rien. La spirale s'accéléra. L'altimètre descendit rapidement. 17 000 pieds. 16 000. La doctrine disait de s'éjecter. La main de Ralph se dirigea vers le mécanisme d'ouverture du canopy. Puis il s'arrêta. Il pensa au rapport de survie, au pilote qui n'avait rien fait. Il relâcha le manche, stick neutre, palonnier neutre, les gaz au ralenti. Le P-38 continua de tourner. 15 000 pieds. 14 000. Le désert remplissait son champ de vision. Il se força à attendre. La spirale semblait durer une éternité. Son estomac était noué. La sueur imbibait son col malgré le froid en altitude. Puis il le sentit. Un léger changement dans la rotation. Le nez descendit un peu plus. La spirale ralentit. Pas arrêtée. Ralentit. Ralph ne bougea pas. Il laissa l'avion tomber. 13 000 pieds. La spirale se transforma, passant de plate à une attitude de piqué. La vitesse de l'air commença à augmenter. Le palonnier retrouva de l'autorité. Ralph appliqua doucement le palonnier opposé. La rotation s'arrêta. Il ramena doucement le manche vers lui. L'horizon se stabilisa. Il volait à nouveau. Ses mains tremblaient. Sa respiration était rapide. Il vérifia son altitude. 11 000 pieds. Il avait perdu 7 000 pieds pendant la spirale et la récupération. S'il avait été plus bas, il serait mort. Mais il ne l'était pas. Il s'en était sorti. Non pas en luttant, mais en attendant. Ralph stabilisa son vol et commença à tourner en rond. Son rythme cardiaque ralentit. Son esprit passa de la survie à l'analyse. Il rejoua la séquence dans sa tête. Le décrochage, le retournement, l'accélération initiale de la spirale quand il avait appliqué le palonnier, puis la stabilisation quand il avait relâché les commandes. La lente transition vers une attitude de piqué lorsque l'avion trouva sa trajectoire naturelle de chute, le retour du flux d'air sur les surfaces de commande. Il comprit alors. Lutter contre la spirale perturbait encore plus le flux d'air. Ne rien faire permettait à l'avion de tomber dans une configuration où les commandes redevenaient efficaces. Il ne fit pas de rapport immédiatement. Il voulait être sûr. La doctrine est la doctrine pour une raison. Une survie pouvait être due à la chance. Alors il monta à nouveau en altitude et recommença. Il décrocha délibérément l'avion pour entrer en spirale. Commande neutre, gaz au ralenti, attendre. La spirale se développa. Il chuta. 15 secondes. 20, puis le nez se baissa. La vitesse de l'air augmenta. L'autorité du palonnier revint. Il se récupéra à nouveau. Ralph atterrit et resta dans le cockpit un long moment. Les chefs de maintenance s'approchèrent, demandant si tout allait bien. Il hocha la tête. Il signa le vol de l'avion et se dirigea vers le bâtiment des opérations. Il ne parla pas des spirales, pas encore. Il devait comprendre pourquoi ça fonctionnait avant de le dire à qui que ce soit. Au cours des 2 semaines suivantes, Ralph testa sa théorie. Chaque fois qu'il volait en solo, il variait l'altitude, la vitesse de l'air et la technique d'entrée en spirale. Il entrait en spirale après des roulis lents, des virages serrés, des décrochages accélérés. Chaque fois, il suivait la même procédure. Relâcher les commandes, laisser l'avion tomber, attendre la transition aérodynamique, puis récupérer doucement. Ça fonctionnait à chaque fois. L'altitude de récupération variait. Parfois il perdait 3000 pieds, parfois 6, mais le Lightning sortait toujours de la spirale. Il commença à en voir la logique. La conception à double nacelle du P-38 le rendait aérodynamiquement instable en spirale, mais cette instabilité était la clé. L'avion ne voulait pas vraiment tourner. Il voulait tomber, nez vers le bas, moteur en avant, dans un flux d'air pur. Lutter contre la spirale avec le palonnier opposé ou une poussée asymétrique perturbait la transition. Les commandes elles-mêmes étaient le problème. Les neutraliser permettait à l'instinct naturel de la cellule de reprendre le dessus. C'était contre-intuitif. Chaque instinct disait de lutter, mais la solution était d'abandonner. Ralph découvrit aussi autre chose. Dans les moments avant la récupération, le P-38 tournait lentement, suffisamment pour lui permettre de contrôler la direction de sortie. Un léger coup de palonnier, juste lorsque la vitesse de l'air augmentait, suffisait à faire tourner le nez à gauche ou à droite. Il s'entraîna, entrer en spirale, attendre la transition, pousser le palonnier, sortir à 90 degrés de la direction d'entrée, puis à 190 degrés.
Il utilisait la spirale comme une manœuvre tactique. Il en parla distraitement à un autre cadet pendant une conversation sur la ligne de vol. Le cadet le regarda comme s'il était devenu fou. « Tu fais tourner un P-38 délibérément ?» Ralph haussait les épaules. « Je me récupère des spirales. Il y a une différence. » Le cadet s'éloigna. Mais un chef de maintenance avait entendu. Le chef de maintenance en parla à un instructeur. L'instructeur fit appeler Ralph. La réunion fut tendue. L'instructeur, un capitaine ayant servi en Afrique du Nord, l'écouta sans l'interrompre. Ralph expliqua la technique. Commande neutre. Puissance au ralenti. Attendre que le nez descende. Récupérer doucement. Le capitaine fronça les sourcils. Ça contredit toutes les procédures de récupération de spirale dans le manuel. Ralph acquiesça. « Je sais, mais ça fonctionne. » Le capitaine lui demanda s'il avait documenté tout cela. Ralph secoua la tête. « J'ai testé. Je voulais être sûr avant de dire quoi que ce soit. » Le capitaine lui ordonna de s'arrêter immédiatement. Les spirales délibérées violaient les protocoles d'entraînement. Si Ralph voulait poursuivre cette démarche, il devait passer par les canaux appropriés, rédiger un rapport, le soumettre au chef instructeur de vol et laisser les pilotes d'essai l'évaluer. Ralph acquiesça, mais il ne cessa pas de voler ni de tester sa théorie. Il rédigea son rapport en 3 nuits. Il y inclut les conditions d'entrée en spirale, les caractéristiques de la rotation, les procédures de récupération et les données sur la perte d'altitude. Il dessina des diagrammes montrant les entrées de commande et l'attitude de l'avion tout au long de la séquence. Il nota que la neutralisation des commandes permettait au P-38 de passer d'une spirale plate à un piqué, rétablissant ainsi le flux d'air sur le palonnier et les gouvernes de profondeur. Il calcula les altitudes moyennes de récupération et suggéra une altitude minimale de sécurité pour tenter la manœuvre. Le ton restait factuel, clinique, sans drame, juste des observations et des données. Le chef instructeur de vol lut le rapport, puis l'envoya au responsable des pilotes d'essai de Lockheed à Muroc. Le pilote d'essai, un civil nommé Milo Burcham, demanda à rencontrer Ralph. Ils s'assirent dans une salle de briefing, le rapport posé entre eux. Burcham demanda à Ralph de lui expliquer la procédure, étape par étape. Ralph s'exécuta. Burcham posa des questions sur les variations possibles, les directions de spirale différentes, les entrées inversées, les scénarios de panne moteur. Ralph répondit à chaque question avec précision. Burcham se recula. « Tu fais ça seul, en altitude, sans avion de chasse ni observateur de sécurité ?» Ralph hocha la tête. « Oui, monsieur. » Burcham ne sourit pas. « Tu es soit très courageux, soit très stupide. Peut-être les deux. Mais si tu as raison, cela pourrait sauver des vies. » Burcham organisa un vol de démonstration. Ralph volerait avec un pilote d'essai expérimenté en chasse à haute altitude au-dessus du désert. Si la technique de Ralph fonctionnait, il la documenterait. Si elle échouait, le pilote de chasse confirmerait quand Ralph s'éjecterait. Ralph accepta. Le vol fut programmé pour le 9 mars. Le matin arriva, froid et clair. Ralph effectua une prévérification minutieuse du P-38. Il vérifia les mouvements des surfaces de commande, confirma les charges de carburant, testa la réponse des gaz. Burcham lui expliqua les procédures radio et les critères d'abandon. « Si quelque chose ne va pas, éjecte-toi, ne sois pas un héros. » Ralph acquiesça. Il s'installa dans son siège. Les moteurs Allison toussèrent avant de ronronner. Il roula en direction de la piste. L'avion de chasse le suivait de près. Ils montèrent à 20 000 pieds. Ralph annonça qu'il commençait le test. Burcham confirma. Ralph réduisit la puissance, tira sur le manche. Le P-38 décrocha. Il donna un coup de palonnier à gauche. La spirale débuta. L'horizon tourna 1 fois, 2 fois. Il relâcha les commandes. Gaz au ralenti. Il chuta. La spirale continua. 10 secondes, 15. Son cœur battait fort dans ses oreilles. Puis le nez se baissa. Le flux d'air revint. Il appliqua doucement le palonnier opposé. La spirale s'arrêta. Il récupéra en vol horizontal. La voix de Burcham cracha dans le radio. Récupération propre, encore 1 fois. Ralph répéta la manœuvre. Spirale à droite cette fois. Même procédure. Même résultat. Puis une 3e fois en entrant en vol inversé. À chaque fois, le P-38 se rétablissait. À chaque fois, Burcham confirmait. Après la 5e spirale, Burcham déclara « Ça suffit, ramène-le à la base ». Ralph descendit, les mains fermes, l'esprit clair. Il avait prouvé sa théorie.
Lockheed publia un bulletin technique dans les 2 semaines. Il ne mentionnait pas Ralph par son nom. Il détaillait une procédure révisée de récupération des spirales pour le P-38, neutraliser toutes les commandes, réduire les gaz à l'idéal, laisser l'avion passer en piqué, ensuite appliquer un palonnier opposé léger et se redresser doucement. Altitude minimale de récupération, 8000 pieds au-dessus du sol. Le bulletin fut distribué à toutes les unités P-38 des forces aériennes de l'armée américaine. Les commandements de formation mirent à jour leur programme. La récupération des spirales devint une partie de l'instruction avancée du P-38. Les cadets s'y entraînaient sous supervision en altitude avec des avions de chasse en soutien. Le taux d'accident diminua bien qu'il ne disparut pas complètement. Les spirales tuaient encore les pilotes qui y entraient trop bas ou qui paniquaient, mais le taux de survie s'améliora considérablement. Les pilotes qui, avant, se seraient éjectés avaient désormais une seconde option. En zone de combat, la technique eut un impact plus subtil. Les pilotes de P-38 commencèrent à utiliser les spirales délibérées comme manœuvre d'évasion. Poussés par des chasseurs ennemis, ils entraient en spirale intentionnelle, chutant de plusieurs milliers de pieds en quelques secondes, tout en changeant de cap. Les avions poursuivants passaient souvent à côté ou perdaient à leur cible. Une fois dégagés, les pilotes de P-38 récupéraient et s'éloignaient à basse altitude. Ce n'était pas une tactique de dogfight, c'était une fuite, mais cela fonctionnait. Ralph Hofer obtint son diplôme de formation en avril 1943. Il fut envoyé en Angleterre avec la 8e armée de l'air, affecté au 4e groupe de chasse. Il vola d'abord sur des P-47 Thunderbolts, puis passa sur des P-51 Mustang. Il devint connu pour son vol agressif, pressant les attaques lorsque d'autres se repliaient. Les images de ses caméras de bord montraient des victoires à des distances si rapprochées que des débris frappaient son avion. Il était sans peur. Ou peut-être comprenait-il simplement le risque différemment. Le 2 juillet 1944, Ralph Hofer dirigeait une escadrille près d'Oschersleben, en Allemagne. Son Mustang fut touché par de la flak. Des témoins le virent tenter un atterrissage forcé. L'avion se cracha. Il ne survécut pas. Il avait 20 ans. À ce moment-là, il avait été crédité de 15 victoires aériennes, bien que certains historiens pensent que le véritable chiffre était plus élevé. Son nom figure sur le mur des disparus au cimetière américain des Pays-Bas, mais la technique de récupération de spirales lui survécut. Après la guerre, elle fut affinée et intégrée à l'entraînement des pilotes de chasse à réaction. Le principe de neutralisation des commandes pour permettre une récupération aérodynamique naturelle devint fondamental dans l'instruction sur les spirales à travers tous les types d'avions. Les pilotes d'essai à la base aérienne d'Edwards citèrent à la procédure du P-38 lorsqu'ils développèrent des techniques de récupération pour le F-86 Sabre et, plus tard, les avions de la série Century. La logique que Ralph avait découverte à 18 ans influença l'entraînement des pilotes pendant des générations. Les chefs de maintenance à Muroc tenaient un carnet des réparations inhabituelles et des innovations de terrain. Le nom de Ralph y apparaît dans une entrée datée de mars 1943. Cadet O'Hare a démontré la procédure de récupération de spirales. L'avion s'est récupéré sans incident. Technique recommandée pour évaluation. C'est une simple ligne sans plus de détails, mais elle marque le moment où la curiosité d'un pilote transforma une instabilité mortelle en une aérodynamique survivable. En 1952, l'armée de l'air publia une étude approfondie sur les caractéristiques des spirales des chasseurs. La section sur le P-38 comportait une note de bas de page. Elle faisait référence à une procédure de terrain développée pendant l'entraînement en temps de guerre, notant que cette technique contredisait la doctrine conventionnelle, mais qu'elle s'avérait efficace dans la pratique. La note de bas de page ne mentionnait pas Ralph Hofer. À ce moment-là, la mémoire institutionnelle s'était estompée. La technique faisait désormais partie du programme, son origine perdue dans la bureaucratie et le temps. Mais les mécaniciens se souvenaient, les anciens chefs de maintenance, à la retraite dans les années 50, racontaient des histoires lors des réunions de retrouvailles. Ils se souvenaient du gamin de la ferme qui posait trop de questions, du cadet qui arpentait la ligne de vol à l'aube, esquissant des diagrammes, réfléchissant à des problèmes que personne d'autre ne voulait aborder. Il se souvenait du jour où il prouva que tomber pouvait être plus sûr que lutter. L'aviation est construite sur des moments comme celui-ci. Pas de grande théorie, ni de programme
à plusieurs milliards de dollars, mais des individus qui remarquent ce que d'autres négligent, qui testent des hypothèses, qui prennent des risques pour vérifier leurs intuitions. Ralph Hofer n'a pas inventé l'aérodynamique, il n'a pas redessiné le P-38. Il a simplement observé, expérimenté et fait confiance à la logique plutôt qu'à la peur. Le P-38 continua de servir tout au long de la guerre. Il escorta les bombardiers au-dessus de l'Europe. Il chassa les sous-marins dans le Pacifique. Il a bâti plus d'avions japonais que n'importe quel autre chasseur du théâtre. Les pilotes l'aimaient et le maudissaient à parts égales. Il était rapide, puissant, complexe et impitoyable. Mais après mars 1943, il était un peu moins mortel pour ses propres pilotes. Il existe une photo de Ralph Hofer, prise au début de 1944. Il se tient à côté d'un harnais de parachute P-51 Mustang, le harnais flottant autour de ses épaules, le visage ombragé par l'aile. Il semble jeune, incroyablement jeune, mais ses yeux sont concentrés, mesurant quelque chose au-delà du cadre de l'appareil photo. Il pense, toujours en train de penser. Il n'a jamais écrit de mémoire. Il n'a laissé aucune lettre philosophant sur le courage ou l'innovation. Il a simplement volé, testé et passé à la prochaine problématique. Son héritage est une procédure enterrée dans les manuels de formation, une note de bas de page dans une étude technique, une ligne dans le carnet de log d'un chef de maintenance et des milliers de pilotes qui se sont récupérés de spirales qu'ils n'auraient pas survécu auparavant. En fin de compte, la contribution de Ralph Hofer n'était ni une arme ni une tactique. C'était un cadeau de temps, les secondes entre la panique et la mort, l'altitude entre l'instinct et l'impact. Il montra que parfois, survivre signifie lâcher prise. Que parfois, la réponse n'est pas la force, mais la patience. Que le ciel pardonne à ceux qui le comprennent, même lorsqu'il tue ceux qui l'affrontent. Le P-38. Lightning n'existe plus, sauf dans les musées et lors des spectacles aériens. Mais la leçon reste. Faites confiance à la physique. Attendez la transition. Laissez l'avion vous dire ce qu'il a besoin. Et lorsque le monde tourne hors de contrôle, parfois la chose la plus courageuse que vous puissiez faire, c'est de ne rien faire du tout jusqu'au moment où vous pouvez tout faire.